1355 avant notre ère, l'Égypte était au sommet de sa puissance. L'empire s'étendait de la Nubie, aux confins de l'actuelle Turquie. Les tribus affluaient, et les pharaons de la 18e dynastie régnaient sur le monde antique. Puis un adolescent de 16 ans monta sur le trône sous le nom d'Amenhotep IV. Personne ne soupçonnait alors qu'il allait déclencher la plus grande révolution religieuse et sociale de l'Antiquité. Ce jeune roi ne se contenta pas de régner. Il osa défier 3000 ans de tradition, renverser l'ordre religieux établi et imposer une vision révolutionnaire de la divinité, de l'art et même de la sexualité. Son règne de 17 ans transforma l'Égypte en profondeur, créant des remous dont les conséquences se firent sentir bien au-delà de ses frontières. Certains historiens voient en lui le précurseur du monothéisme moderne, d'autres un despote fanatique, mais tous s'accordent sur un point. Akhenaton, car tel fut son nouveau nom, ne ressemblait à aucun pharaon qui l'avait précédé. Amenhotep IV naît dans un monde de luxe et de prospérité inouïe. Son père, Amenhotep III, règne depuis près de 40 ans sur un empire qui n'a jamais été aussi riche et puissant. Les palais regorgent d'or nubien, d'ivoire et d'épices venus d'Afrique. Les tribus arrivent régulièrement des vassaux du Proche-Orient. L'art égyptien atteint des sommets de raffinement et les temples dédiés aux dieux dynastiques Amon-Ré accumulent des richesses colossales. Mais cette prospérité cache des tensions profondes. Le clergé d'Amon, concentré à Thèbes, possède désormais plus de terres que le pharaon lui-même. Ses prêtres contrôlent non seulement les ressources agricoles, mais aussi l'éducation, la justice et même une partie de l'armée. Leur pouvoir rivalise avec celui du trône, créant un véritable État dans l'État. Amenhotep III commence déjà à s'en inquiéter et favorise discrètement le culte solaire d'Aton, une divinité mineure mais directement liée à la personne royale. Le jeune prince grandit dans ce contexte de magnificence et de rivalité sourde. Contrairement à ses ancêtres guerriers, il préfère la méditation à l'exercice militaire, la poésie aux stratégies de conquête. Son physique même le distingue, grand, élancé, au visage fin et aux traits délicats. Il impressionne par son intelligence précoce et son tempérament mystique. Dès l'adolescence, il manifeste un intérêt obsessionnel pour les questions religieuses et philosophiques. Lorsqu'il épouse Néfertiti, une jeune femme d'une beauté extraordinaire aux origines mystérieuses, le couple forme rapidement une alliance intellectuelle et spirituelle exceptionnelle. Néfertiti n'est pas seulement une reine décorative. Elle partage les convictions profondes de son époux et l'encourage dans ses réflexions révolutionnaires. Ensemble, ils commencent à élaborer une vision totalement nouvelle de la religion et du pouvoir. L'accession au trône d'Amenhotep IV en 1353 avant notre ère marque le début de changements qui vont bouleverser l'Égypte. Contrairement aux premières années de règne traditionnellement consacrées à consolider l'héritage paternel, le jeune pharaon montre immédiatement sa volonté de rupture. Il commence par modifier subtilement les rituels religieux, puis fait construire des temples dédiés à Aton à proximité du grand sanctuaire d'Amon à Karnak. Ces premiers actes semblent anodins, mais ils annoncent une révolution sans précédent. La 4e année de son règne, Amenhotep IV franchit le Rubicon. Il déclare officiellement qu'Aton, le disque solaire, est le seul dieu véritable de l'Égypte. Cette proclamation sonne comme un coup de tonnerre dans un pays qui vénère des centaines de divinités depuis l'aube de sa civilisation. Le pharaon ne se contente pas de promouvoir une nouvelle divinité, il interdit purement et simplement le culte de tous les autres dieux. Cette révolution théologique représente une rupture conceptuelle majeure. Depuis plus de 3 millénaires, les Égyptiens vivent dans un univers religieux complexe, où chaque ville, chaque métier, chaque aspect de la vie possède ses propres divinités. Isis protège les mers, Thoth veille sur les scribes, Ptah guide les artisans, et Amon-Ré règne sur l'ensemble du panthéon. Soudain, tout cela disparaît, au profit d'un dieu unique représenté par un simple disque solaire dont les rayons se terminent par de petites mains distribuant la vie.
La théologie atonienne développée par Akhenaton présente des caractéristiques révolutionnaires. Aton est un dieu créateur universel qui engendre toute existence par sa seule lumière. Il n'a pas d'histoire mythologique, pas de famille divine, pas de représentation anthropomorphe. Il est pur phénomène lumineux, visible et immanent, créant chaque jour le monde par son apparition. Cette conception annonce étonnamment les monothéismes futurs et rompent avec la tradition égyptienne des divinités cachées et mystérieuses. Le pharaon se présente comme le prophète et l'unique intermédiaire d'Aton. Avec Néfertiti, il forme une triade sacrée où le couple royal devient l'hypostase terrestre du dieu solaire. Cette innovation théologique concentre tout le pouvoir religieux dans les mains du souverain, éliminant d'un coup l'influence des prêtres traditionnels. Désormais, seul Akhenaton peut intercéder auprès de la divinité, et seul lui et sa famille peuvent être représentés en adoration directe devant Aton. Pour souligner la rupture avec l'ancien ordre, Amenhotep IV change officiellement de nom et devient Akhenaton, celui qui est utile à Aton. Néfertiti adopte le nom de Néfer-Néferu-Aton. Belle est la perfection d'Aton. Leurs filles reçoivent également des noms incorporant le nom du dieu solaire. Cette transformation onomastique symbolise la mort de l'ancienne religion et la naissance d'un ordre théologique entièrement nouveau. La révolution ne se limite pas au concept, elle s'accompagne d'une répression systématique des anciens cultes. Akhenaton ordonne la fermeture des temples, la confiscation des biens du clergé et surtout le martelage des noms et des images des anciennes divinités sur tous les monuments du royaume. Des équipes d'ouvriers parcourent l'Égypte pour effacer physiquement toute trace du passé religieux. Même le nom d'Amon, père symbolique des pharaons, est systématiquement détruit, y compris dans les cartouches des prédécesseurs d'Akhenaton. Parallèlement à la révolution religieuse, Akhenaton bouleverse radicalement l'art égyptien en imposant un style révolutionnaire qui rompt avec 3 millénaires de conventions. Cette transformation artistique, connue sous le nom d'art amarnien, constitue l'une des révolutions esthétiques les plus audacieuses de l'Antiquité et révèle une conception nouvelle de la sexualité et de l'intimité royale. L'art égyptien traditionnel obéit à des canons stricts. Les pharaons sont représentés dans leur perfection idéalisée, jeunes, athlétiques, impassibles, incarnant l'ordre cosmique éternel. Akhenaton brise ces codes en exigeant des artistes qu'ils le représentent tel qu'il est. Le résultat choque par son réalisme cru. Le pharaon apparaît avec un crâne allongé, des traits efféminés, des hanches larges, un ventre proéminent et des membres grêles. Ces caractéristiques physiques particulières créent une esthétique androgyne qui révolutionne la représentation du pouvoir. Cette androgynie n'est pas accidentelle. Elle reflète la nature d'Aton, conçu comme père et mère de toute création. En s'appropriant visuellement ses caractéristiques bisexuelles, Akhenaton incarne sur Terre la dualité créatrice de son dieu. Les statues colossales du temple d'Aton à Karnak montrent le pharaon nu ou vêtu d'une simple gaine, exhibant un corps délibérément ambigu qui mélange attributs masculins et féminins. Cette représentation constitue une véritable révolution sexuelle dans une civilisation au code de genre très marqué. Mais la révolution amarnienne va plus loin en transformant la représentation de l'intimité royale. Pour la première fois dans l'art égyptien, un pharaon accepte d'être montré dans sa vie privée. Les reliefs d'Amarna multiplient les scènes de tendresse conjugale. Akhenaton et Néfertiti s'embrassent, se caressent, la reine s'assied sur les genoux de son époux. Le couple joue avec leur fille. Ces représentations d'affection physique, impensables dans l'art pharaonique traditionnel, humanisent le pouvoir royal et suggèrent une sexualité assumée. L'art amarnien accorde également une place inédite à Néfertiti. Contrairement aux reines traditionnelles représentées en retrait et de taille réduite, Néfertiti apparaît à égalité avec son époux, parfois même en position dominante. Des reliefs la montrent frappant les ennemis de l'Égypte, privilège exclusivement pharaonique,
ou présidant seul à des cérémonies religieuses. Cette promotion artistique de la reine reflète une conception révolutionnaire du couple royal et du rôle féminin dans l'exercice du pouvoir. Les scènes familiales constituent peut-être l'innovation la plus audacieuse de l'art amarnien. Les 6 filles d'Akhenaton et Néfertiti sont constamment présentes dans les représentations officielles, transformant la famille royale en modèle d'intimité bourgeoise. Ces enfants ne sont pas figurés selon les conventions hiératiques traditionnelles, mais comme de vraies petites filles, jouant, gesticulant, embrassant leurs parents. Cette humanisation de la royauté rompt avec l'image sacrée et distante du pharaon traditionnel. L'atelier du sculpteur Thoutmôsis, découvert à Amarna, révèle l'extraordinaire raffinement de cette révolution artistique. Les bustes retrouvés, notamment celui de Néfertiti conservé à Berlin, témoignent d'un réalisme psychologique saisissant. Ces portraits semblent pris sur le vif, captant l'individualité de chaque modèle avec une précision qui ne sera plus jamais atteinte dans l'art égyptien. Cette approche révolutionnaire transforme l'art officiel en galerie de portraits intimes. La 5e année de son règne, Akhenaton prend la décision la plus spectaculaire de sa révolution: abandonner Thèbes, capitale millénaire de l'Égypte, pour fonder une ville entièrement nouvelle, dédiée à son dieu. Cette cité qu'il baptise Akhetaton, l'horizon d'Aton, doit incarner physiquement la rupture avec l'ancien monde et servir de théâtre à sa révolution religieuse et sociale. Le choix du site révèle le génie visionnaire d'Akhenaton. À 300 km au nord de Thèbes, sur la rive orientale du Nil, s'étend une plaine désertique, encerclée de falaises, qui forment un amphithéâtre naturel. Chaque matin, le soleil semble jaillir de cette couronne rocheuse comme d'un écrin, créant un spectacle quotidien qui symbolise parfaitement la théologie atonienne. Le paysage évoque également le hiéroglyphe Akhet, horizon, renforçant la dimension sacrée du lieu. La construction d'Akhetaton mobilise des moyens colossaux. Architectes, ingénieurs, ouvriers et artistes affluent de tout l'Empire pour édifier cette utopie urbaine. Contrairement aux villes égyptiennes traditionnelles qui s'organisent autour des temples, Akhetaton est conçu comme un immense théâtre religieux où chaque bâtiment, chaque rue, chaque jardin participe à la mise en scène du culte atonien. Au cœur de la cité s'élève le grand temple d'Aton, révolutionnaire par sa conception. Contrairement aux sanctuaires égyptiens traditionnels, sombres et secrets, ce temple est entièrement ouvert au ciel pour permettre aux rayons du dieu solaire de pénétrer librement. Des centaines d'autels à ciel ouvert remplacent les chapelles fermées, créant un espace de culte d'une luminosité éblouissante. Cette architecture révolutionnaire matérialise la théologie atonienne. Un dieu de lumière ne peut être adoré que dans la clarté. Le palais royal, adjacent au temple, brise lui aussi les conventions architecturales. Traditionnellement isolés et inaccessibles, les palais pharaoniques s'ouvrent ici sur la ville par la fameuse fenêtre des apparitions. De cette loggia, Akhenaton et Néfertiti se montrent quotidiennement à leur peuple, distribuant récompenses et colliers d'or aux fidèles serviteurs. Cette innovation architecturale révolutionne le rapport entre le pharaon et ses sujets, transformant la monarchie sacrée en spectacle populaire. L'urbanisme d'Akhetaton reflète une société en mutation. Les villas de l'élite, construites dans des jardins luxuriants, témoignent d'un art de vivre raffiné qui privilégie la beauté et le confort. Ces demeures privées sont décorées de fresques représentant la nature dans sa splendeur. Oiseaux multicolores, papillons, plantes aquatiques, créant un univers esthétique d'une grâce inouïe. Cette célébration artistique de la création divine illustre parfaitement l'optimisme de la religion atonienne. La population d'Akhetaton, estimée à 50 000 habitants, forme une société cosmopolite unique dans l'Égypte antique. Fonctionnaires thébains convertis, artistes novateurs, diplomates étrangers, prêtres d'Aton fraîchement formés, cohabitent dans cette utopie religieuse. Cette diversité sociale crée une effervescence intellectuelle et artistique exceptionnelle, faisant d'Amarna un laboratoire de modernité. Mais Akhetaton
n'est pas seulement une ville, c'est un manifeste architectural qui matérialise la vision révolutionnaire d'Akhenaton. Chaque pierre, chaque décoration proclame la rupture avec l'ancien monde et l'avènement d'un ordre nouveau. Cette cité-symbole devient rapidement le centre spirituel et politique d'un empire transformé, rayonnant sur l'Égypte entière et même au-delà de ses frontières. Au cœur de la révolution amarnienne se dresse un couple exceptionnel dont l'amour et la complicité intellectuelle bouleversent les codes de la royauté égyptienne. Akhenaton et Néfertiti ne se contentent pas de régner ensemble. Ils incarnent un modèle conjugal révolutionnaire qui transforme la conception même du pouvoir pharaonique et des relations entre hommes et femmes dans l'Égypte antique. Néfertiti, dont le nom signifie « la belle est venue », demeure l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire égyptienne. Ses origines incertaines alimentent les spéculations. Princesse mytanienne, fille d'un dignitaire égyptien, ou même sœur d'Akhenaton, selon certaines théories. Ce mystère généalogique contribue paradoxalement à son pouvoir, la libérant des contraintes dynastiques traditionnelles et lui permettant d'inventer un rôle royal entièrement nouveau. Dès les premières années du règne, Néfertiti révèle une personnalité exceptionnelle qui transcende le rôle décoratif habituellement dévolu aux reines égyptiennes. Elle participe activement aux cérémonies religieuses, partageant avec son époux le privilège d'officier directement devant Aton. Cette promotion liturgique de la reine constitue une innovation majeure dans une civilisation où les femmes, même royales, restent exclues de la plupart des fonctions sacerdotales. L'art amarnien révèle l'extraordinaire complicité qui unit le couple royal. Contrairement aux représentations pharaoniques traditionnelles où les époux apparaissent côte à côte dans une hiératique solennité, Akhenaton et Néfertiti s'affichent dans une intimité bouleversante. Les reliefs les montrent se tenant la main, s'embrassant, se caressant mutuellement le visage. Ces témoignages artistiques d'affection conjugale, impensables dans l'art égyptien classique, révèlent une révolution sentimentale qui accompagne la révolution religieuse. Le couple royal révolutionne également la conception de la famille pharaonique. Leurs 6 filles ne sont pas reléguées dans les appartements privés selon l'usage, mais participent constamment à la vie publique. L'art amarnien multiplie les scènes familiales touchantes. Les petites princesses embrassant, leurs parents jouant à leurs pieds pendant les audiences ou accompagnant leurs promenades en char. Cette exposition de l'intimité familiale humanise le pouvoir royal et transforme la famille pharaonique en modèle bourgeois. Néfertiti assume progressivement un rôle politique qui dépasse largement les prérogatives royales traditionnelles. Des reliefs la montrent recevant seuls les ambassadeurs étrangers, présidant à des distributions de récompenses ou même accomplissant l'acte pharaonique par excellence, frapper les ennemis de l'Égypte. Cette promotion politique de la reine reflète une conception égalitaire du couple qui révolutionne l'exercice du pouvoir. Vers la fin du règne, certains indices suggèrent que Néfertiti a pu accéder au statut de co-pharaon sous le nom de Smenkhkarê. Cette hypothèse, encore débattue par les égyptologues, témoignerait de l'aboutissement logique de l'évolution du couple royal amarnien. Si elle s'avérait exacte, Néfertiti aurait été la première femme de l'histoire égyptienne à exercer officiellement le pouvoir pharaonique, culminant une révolution féministe avant la lettre. L'influence de Néfertiti sur la révolution attonienne dépasse probablement le simple soutien conjugal. Son intelligence, sa beauté légendaire et son charisme personnel contribuent certainement au succès initial des réformes d'Akhenaton. Ensemble, ils forment un tandem révolutionnaire dont l'union passionnée devient le symbole vivant de leur utopie religieuse et sociale. Malgré son caractère radical, la révolution d'Akhenaton ne rencontre pas immédiatement d'opposition ouverte. L'autorité pharaonique reste sacrée et les élites égyptiennes suivent initialement leur souverain dans sa transformation religieuse. Mais progressivement, les résistances s'organisent, alimentées par des mécontentements multiples qui vont fragiliser puis abattre l'expérience amarnienne.
La première source d'opposition vient naturellement du clergé traditionnel, dépossédé de ses prérogatives. Les prêtres d'Amon, brutalement écartés du pouvoir et privés de leurs immenses richesses, ne peuvent accepter cette révolution qui les condamne à l'insignifiance. Contraints à la clandestinité, ils maintiennent secrètement les anciens cultes et fédèrent progressivement les mécontentements. Leur réseau, étendu sur tout l'Empire, devient le centre d'une résistance souterraine qui attend son heure. L'armée constitue un autre foyer de contestation potentielle. Les généraux égyptiens, habitués à guerroyer pour étendre l'Empire et enrichir l'Égypte par les conquêtes, supportent mal l'isolement volontaire d'Akhénaton dans sa capitale utopique. Le pharaon mystique néglige les affaires militaires, refuse les expéditions de prestige et laisse se déliter l'Empire patiemment constitué par ses prédécesseurs. Cette démission stratégique inquiète profondément un corps d'officiers qui voit s'effriter la puissance égyptienne. Les élites provinciales manifestent également leur malaise face au bouleversement amarien. Les gouverneurs de Nome, traditionnellement liés aux cultes locaux, peinent à imposer la nouvelle religion à des populations attachées à leurs divinités ancestrales. Ces administrateurs, pris entre les ordres du pharaon et la résistance populaire, voient leur autorité s'éroder et leur loyauté vaciller. Certains appliquent mollement les réformes, d'autres les sabotent discrètement. Sur le plan international, la politique d'Akhénaton suscite incompréhension et mépris. Les correspondances retrouvées à Amarna révèlent l'exaspération des vassaux égyptiens du Proche-Orient, menacés par l'expansion hittite sans recevoir l'aide militaire traditionnellement fournie par les pharaons. Ces alliés, abandonnés à leur sort, commencent à chercher d'autres protecteurs et préparent la dislocation de l'Empire égyptien. Le peuple égyptien lui-même, initialement indifférent aux réformes religieuses qui ne touchent guère sa vie quotidienne, commence à s'inquiéter des conséquences économiques de la révolution attonienne. La fermeture des temples traditionnels prive de nombreux artisans de leur gagne-pain. Les pèlerinages s'interrompent, tarissant les revenus du commerce local. Les fêtes religieuses populaires disparaissent, appauvrissant la vie sociale. Cette dégradation du niveau de vie alimente un mécontentement diffus qui fragilise le régime. Les difficultés dynastiques aggravent la crise politique. Malgré leurs 6 filles, Akhénaton et Néfertiti n'ont pas d'héritier mâle évident. Toutankhaton, probablement fils d'Akhénaton et d'une épouse secondaire, reste un enfant inadapté à succéder immédiatement. Cette incertitude successorale encourage les ambitions de généraux comme Horemheb, qui se positionne discrètement pour l'après-Akhénaton. Vers la 15e année du règne, les oppositions convergent et se cristallisent autour de personnalités influentes comme le général Horemheb et le vizier Haï. Ces hommes, officiellement fidèles au régime, préparent secrètement la restauration et attendent la disparition d'Akhénaton pour reprendre le pouvoir. Le pharaon révolutionnaire, isolé dans sa capitale utopique, sous-estime dangereusement ses forces qui s'apprêtent à détruire son œuvre. La 17e année du règne d'Akhénaton s'ouvre sous des auspices particulièrement sombres. L'Empire égyptien, autrefois maître du Proche-Orient, voit ses positions s'effriter dangereusement. Les Hittites progressent en Syrie, les vassaux égyptiens multiplient les appels au secours non entendus, et l'autorité pharaonique s'érode dans les provinces. À Akhénaton même, l'atmosphère se tend. Plusieurs hauts dignitaires ont quitté la capitale et des signes de négligence apparaissent dans l'entretien des monuments. Néfertiti, étrangement, disparaît des représentations officielles vers cette époque. Cette absence soudaine de la reine, figure centrale du régime amarnien, alimente toutes les spéculations. Certains historiens supposent qu'elle a pu mourir prématurément, privant Akhénaton de son principal soutien politique et émotionnel. D'autres avancent l'hypothèse d'une brouille entre les époux, liée peut-être aux difficultés croissantes du règne ou à des questions dynastiques. L'isolement d'Akhénaton devient progressivement total. Le pharaon révolutionnaire qui a passé sa vie à bouleverser les traditions se retrouve prisonnier de sa propre création, enfermé dans sa capitale utopique,
Coupé des réalités de l'Empire, il continue à célébrer Aton, tandis que son royaume se délite. Cette cécité politique du souverain mystique précipite la crise finale qui va emporter son régime. La mort d'Akhénaton, vers 1336 avant notre ère, reste entourée de mystères. Aucune source ne précise les circonstances de sa disparition, alimentant les hypothèses les plus diverses. Empoisonnement orchestré par ses ennemis, maladie liée à ses particularités physiques, ou simple épuisement d'un homme de 40, enrongé par les difficultés de son règne. Toutes les explications restent possibles. Cette fin obscure du pharaon révolutionnaire symbolise l'effacement progressif de son œuvre. La succession immédiate révèle la faiblesse dynastique du régime amarnien. Un mystérieux Smenkhkarê, peut-être Néfertiti elle-même sous un nom masculin, assure brièvement l'intérim avant de disparaître à son tour. Cette transition chaotique permet aux opposants de s'organiser et de préparer la contre-révolution qui va balayer définitivement l'héritage d'Akhénaton. Toutankhaton, l'héritier de 9 ans, monte finalement sur le trône dans des circonstances dramatiques. L'enfant pharaon, manipulé par ses conseillers Haï et Horemheb, devient l'instrument de la restauration conservatrice. Sa jeunesse et son inexpérience facilitent la tâche des contre-révolutionnaires qui s'empressent de démanteler l'œuvre de son père présumé. La révolution attonienne s'éteint avec son créateur. Privée du charisme et de la volonté d'Akhénaton, elle s'effondre en quelques mois comme un château de cartes. Les fidèles du régime amarnien, sans chef pour les rassembler, se rallient opportunément au nouvel ordre ou disparaissent discrètement. Cette débâcle rapide révèle la fragilité d'une révolution imposée d'en haut, sans véritable enracinement populaire. L'agonie d'Akhénaton symbolise l'échec de l'utopie amarnienne. Abandonnée par l'administration et la cour, privée de ses ressources, la capitale révolutionnaire se vide progressivement de ses habitants. Palais et temples sont désertés, les jardins se dessèchent, et la ville rêve d'Akhénaton entame sa lente métamorphose en ruine archéologique. Cette mort urbaine clôt tragiquement l'une des expériences les plus audacieuses de l'Antiquité. L'avènement de Toutankhaton marque le début d'une contre-révolution méthodique qui va effacer en quelques années l'œuvre révolutionnaire d'Akhénaton. L'enfant pharaon, âgé de 9 ans seulement, devient l'instrument docile d'une restauration conservatrice orchestrée par ses conseillers Haï et Horemheb. Ces hommes, anciens dignitaires du régime amarnien, n'hésitent pas à trahir leur ancien maître pour reconquérir le pouvoir. La première mesure symbolique de la restauration consiste à changer le nom du jeune pharaon. Toutankhaton, parfait, de vie et Aton, devient Toutankhamon, parfait de vie et Amon. Cette transformation onomastique proclame officiellement l'abandon de la religion attonienne et le retour au culte traditionnel. Parallèlement, la cour abandonne Akhénaton pour regagner Thèbes, la capitale millénaire qui retrouve sa prééminence religieuse et politique. Le rétablissement du culte d'Amon s'accompagne d'une restauration massive des temples profanés. Toutankhamon fait rouvrir les sanctuaires fermés par Akhénaton, reconstitue le clergé traditionnel et restitue aux prêtres leurs biens confisqués. Cette politique de réconciliation religieuse vise à apaiser les rancœurs accumulées pendant la période amarnienne et à restaurer l'ordre cosmique traditionnel perturbé par la révolution attonienne. La fameuse stèle de la Restauration, érigée dans le temple de Karnak, proclame officiellement le retour à l'orthodoxie religieuse. Ce document exceptionnel décrit l'état de délabrement dans lequel Akhénaton avait laissé l'Égypte. Temples en ruine, dieux en colère, pays livré au chaos. Toutankhamon se présente comme le sauveur providentiel qui restaure la Ma'at, l'ordre cosmique égyptien, et réconcilie l'Égypte avec ses divinités traditionnelles. Mais cette restauration ne se limite pas aux aspects religieux. Elle s'accompagne d'une répression systématique de la mémoire amarnienne. Les noms d'Akhénaton et d'Aton sont martelés sur tous les monuments du royaume. Ses statues sont détruites, ses temples démolis, ses inscriptions effacées. Cette damnatio memoria vise à faire disparaître jusqu'au souvenir du pharaon hérétique
et de sa révolution religieuse. L'art lui-même subit une contre-révolution esthétique. Le style amarnien, avec son réalisme audacieux et ses innovations révolutionnaires, cède la place à un retour au canon classique. Les représentations royales retrouvent leur idéalisation traditionnelle. L'intimité familiale disparaît de l'art officiel et les codes hiératiques millénaires sont restaurés. Cette normalisation artistique accompagne et symbolise la normalisation politique du royaume. Toutankhamon entreprend également de réparer les dégâts diplomatiques causés par l'isolationnisme d'Akhenaton. Des expéditions militaires sont organisées en Nubie et au Proche-Orient pour restaurer l'autorité égyptienne. Les vassaux, rebelles sont châtiés, les tribus rétablies, et l'Empire retrouve progressivement sa cohérence territoriale. Cette politique extérieure active efface les humiliations subies pendant la période amarnienne. Le règne de Toutankhamon, interrompu par sa mort prématurée à 18 ans, ne permet pas d'achever complètement la restauration. Et son successeur poursuit brièvement cette politique avant d'être écarté par Horemheb. Ce général, devenu pharaon, radicalise la contre-révolution en ordonnant la destruction systématique de tous les vestiges amariniens et en s'appropriant les réalisations de ses prédécesseurs. L'accession d'Horemheb au trône en 1323 avant notre ère marque l'entrée de la contre-révolution dans sa phase la plus radicale. Ce général ambitieux, qui a patiemment attendu son heure en servant successivement Akhenaton, Toutankhamon et Haï, se révèle le fossoyeur définitif de l'expérience amarnienne. Son règne de 27 ans va systématiquement effacer les traces de la révolution d'Akhenaton et restaurer l'Égypte dans sa grandeur traditionnelle. Horemheb comprend intuitivement que sa légitimité dynastique fragile nécessite une rupture spectaculaire avec ses prédécesseurs. N'appartenant pas à la famille royale, il doit prouver sa légitimité en incarnant le retour à l'orthodoxie religieuse et politique. Cette nécessité personnelle le pousse à radicaliser l'effacement de la période amarnienne au-delà même de ce qu'exigerait la simple restauration conservatrice. La destruction physique des monuments amariniens atteint sous Horemheb une ampleur industrielle. Akhenaton est systématiquement démantelé, ses temples rasés, ses palais détruits pierre par pierre. Les matériaux récupérés servent à construire de nouveaux édifices qui célèbrent la gloire d'Horemheb et effacent la mémoire d'Akhenaton. Cette récupération architecturale transforme les vestiges de l'utopie amarnienne en fondation de l'ordre restauré. À Thèbes, Horemheb ordonne la démolition complète des temples d'Aton édifiés par Akhenaton à Karnak. Ces sanctuaires révolutionnaires, témoins de la rupture religieuse, sont méthodiquement détruits et leurs blocs remployés comme remblais dans de nouvelles constructions. Cette utilisation des pierres amarniennes comme matériaux de construction ordinaire symbolise parfaitement la volonté d'effacement. Les monuments de la Révolution deviennent littéralement les fondations invisibles de la Restauration. L'effacement documentaire accompagne la destruction architecturale. Horemheb fait supprimer les noms d'Akhenaton, Smenkhkarê, Toutankhamon et Haï des listes royales officielles. Dans la chronologie pharaonique restaurée, Amenhotep III est directement suivi par Horemheb, comme si les 50 années de troubles amariniens n'avaient jamais existé. Cette falsification historique vise à créer une continuité dynastique fictive qui légitime le nouveau régime. La persécution de la mémoire amarnienne s'étend aux simples particuliers qui avaient servi le régime révolutionnaire. Fonctionnaires, artistes, prêtres d'Aton. Tous ceux qui avaient participé à l'expérience d'Akhenaton voient leurs noms martelés, leurs tombes profanées, leurs monuments usurpés. Cette épuration rétroactive vise à décourager toute nostalgie amarnienne et à isoler complètement la révolution d'Akhenaton dans l'histoire égyptienne. Paradoxalement, Horemheb s'approprie certaines réalisations de ses prédécesseurs pour renforcer sa propre gloire. La grande colonnade du temple de Luxor, commencée par Amenhotep III et achevée par Toutankhamon,
porte désormais exclusivement le nom de Horemheb. Cette usurpation architecturale permet au pharaon restaurateur de s'attribuer les mérites de la construction tout en effaçant la mémoire de ses prédécesseurs. La politique extérieure d'Horemheb achève la normalisation de l'Égypte en restaurant sa puissance militaire. Des campagnes victorieuses en Nubie et au Proche-Orient effacent les humiliations subies pendant l'isolationnisme amarnien. L'Empire retrouve ses frontières traditionnelles, les tribus reprennent, et l'Égypte redevient la puissance dominante du monde antique. Ses succès militaires légitiment la restauration et font oublier l'époque des troubles. L'œuvre d'Horemheb s'avère si efficace qu'Akhenaton disparaît complètement de la mémoire égyptienne. Pendant plus de 3 millénaires, le pharaon révolutionnaire sombre dans l'oubli le plus complet. Ses noms ne figurent plus dans aucun document, ses monuments ont disparu, ses innovations artistiques sont abandonnées. Cette amnésie historique constitue peut-être la plus grande victoire de la contre-révolution conservatrice. Malgré l'effacement systématique orchestré par ses successeurs, la révolution d'Akhénaton laisse des traces profondes qui vont influencer secrètement l'évolution de la civilisation humaine. Cette influence souterraine, longtemps invisible, se révèle aujourd'hui comme l'un des legs les plus durables de l'expérience amarnienne, bien au-delà des frontières égyptiennes et de son époque. La première influence concerne l'évolution religieuse du Proche-Orient antique. Bien que le monothéisme attonien ait officiellement disparu avec son créateur, l'idée d'un Dieu unique et universel continue de germer dans les consciences. Les populations du Levant, témoins de l'expérience égyptienne, conservent la mémoire de cette révolution théologique qui préfigure l'émergence des monothéismes bibliques. Certains historiens établissent même des liens directs entre l'atonisme et la formation de la religion hébraïque. Sigmund Freud, dans son ouvrage controversé « L'homme Moïse et la religion monothéiste », avance l'hypothèse audacieuse que Moïse aurait été un prêtre d'Aton ayant fui l'Égypte après la chute d'Akhénaton. Cette théorie, bien que débattue, souligne la troublante proximité entre la théologie attonienne et le monothéisme hébraïque. Dieu unique, interdiction des idoles, universalisme religieux. Ces similitudes dépassent la simple coïncidence et suggèrent une filiation spirituelle entre les deux révolutions religieuses. L'hymne à Aton, chef-d'œuvre poétique attribué à Akhénaton lui-même, présente des parallèles saisissants avec le psaume 104 de la Bible hébraïque. Les deux textes célèbrent un Dieu créateur universel, maître de toute vie, dispensateur de lumière et de bonheur. Cette proximité littéraire témoigne d'une circulation des idées religieuses qui transcende l'effacement politique de l'atonisme et nourrit l'émergence du monothéisme biblique. La révolution artistique amarnienne exerce également une influence durable sur l'évolution esthétique. Bien que le style officiel égyptien revienne au canon traditionnel, l'art privé conserve discrètement certaines innovations amarniennes. Le réalisme psychologique, l'attention à l'individualité, la représentation de l'intimité familiale, ces acquis de l'art amarnien perdurent souterrainement et préparent les évolutions esthétiques ultérieures. L'architecture révolutionnaire d'Akhénaton influence la conception urbaine antique. Cette cité planifiée, organisée autour de Bisontsantse, grands axes perspectifs et de jardins luxuriants, préfigure l'urbanisme hellénistique puis romain. L'idée d'une capitale artificielle, créée ex nihilo pour incarner un idéal politique, inspirera Alexandre le Grand pour Alexandrie, puis les empereurs romains pour leurs fondations urbaines. La conception révolutionnaire du couple royal amarnien laisse également des traces durables. L'égalité entre Akhénaton et Néfertiti, leur affichage public d'affection conjugale, leur collaboration politique effective, ces innovations préfigurent l'évolution des relations de genre dans les sociétés méditerranéennes. Les reines hellénistiques, puis les impératrices romaines, s'inspireront de ce modèle pour conquérir une influence politique réelle. Sur le plan philosophique, la révolution amarnienne introduit des concepts qui vont nourrir la pensée antique. L'idée d'un Dieu immanent, visible dans ses manifestations naturelles,
annoncent les philosophies naturalistes grecques. La conception atonienne de la création continue, toujours actuelle, préfigure certains développements de la pensée stoïcienne. Ces innovations conceptuelles, transmises par les contacts culturels, enrichissent la réflexion philosophique méditerranéenne. L'échec même de la révolution d'Akhenaton porte un enseignement durable sur les limites du changement imposé d'en haut. Cette expérience historique démontre qu'aucune révolution, aussi radicale soit-elle, ne peut réussir sans adhésion populaire et enracinement social. Cette leçon, redécouverte périodiquement par les révolutionnaires ultérieurs, fait d'Akhenaton un précurseur involontaire de la sociologie politique moderne. Pendant plus de 3 millénaires, Akhenaton reste enseveli dans l'oubli le plus complet. Les sables du désert recouvrent Akhetaton. Les monuments amariniens servent de carrière, et le nom du pharaon révolutionnaire disparaît de toutes les mémoires. Cette amnésie historique, voulue par ses successeurs, s'avère si efficace qu'aucun auteur antique ne mentionne l'existence de ce souverain exceptionnel. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que l'archéologie moderne ressuscite spectaculairement l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire humaine. La redécouverte commence en 1887 par un hasard extraordinaire. Une paysanne égyptienne, cherchant du sébak, terre fertile, pour ses cultures près du village de Tel El Amarna, déterre des tablettes d'argile couvertes d'écritures cunéiformes. Ces documents, vendus au marché noir avant d'attirer l'attention des érudits, se révèlent être les archives diplomatiques d'un pharaon inconnu nommé Akhenaton. Cette découverte fortuite ouvre la voie à l'une des plus grandes révélations archéologiques de l'époque moderne. Les tablettes d'Amarna révèlent l'existence d'un empire égyptien au XIVe siècle avant notre ère, dirigé par un pharaon aux idées révolutionnaires. La correspondance avec les royaumes du Proche-Orient dévoile un souverain préoccupé de questions religieuses au détriment des affaires politiques et militaires. Ces documents diplomatiques, rédigés en akkadien, langue internationale de l'époque, reconstituent progressivement le portrait d'un règne exceptionnel, totalement effacé des annales égyptiennes officielles. Les premières fouilles systématiques d'Amarna, menées par Flinders Petrie, puis par l'Egypt Exploration Society, révèlent progressivement l'ampleur de la révolution amarnienne. Les vestiges architecturaux dévoilent une capitale révolutionnaire, aux temples à ciel ouvert et aux palais innovants. L'art découvert bouleverse la compréhension de l'esthétique égyptienne par son réalisme audacieux et ses innovations stylistiques. Ces découvertes archéologiques restituent peu à peu la personnalité exceptionnelle d'Akhenaton. L'atelier du sculpteur Thoutmôsis, découvert intact en 1912, constitue l'une des trouvailles les plus spectaculaires des fouilles amarniennes. Le célèbre buste de Néfertiti, chef-d'œuvre de l'art amarnien, révèle au monde la beauté extraordinaire de la reine révolutionnaire. Ces sculptures, d'un réalisme saisissant, témoignent de la révolution artistique qui accompagna la révolution religieuse d'Akhenaton. La tombe royale d'Akhenaton, découverte en 1891 puis fouillée par Howard Carter, livre ses secrets tragiques. Profanée dans l'Antiquité, elle témoigne de la violence de la répression qui suivit la mort du pharaon révolutionnaire. Les restes de sarcophages brisés et d'inscriptions martelées révèlent l'acharnement de ses successeurs à effacer jusqu'à sa mémoire funéraire. Les découvertes archéologiques suscitent rapidement l'intérêt du grand public et des intellectuels. Akhenaton devient une figure mythique de la modernité naissante, incarnant l'artiste incompris, le révolutionnaire visionnaire, le mystique authentique face aux forces conservatrices. Cette fascination contemporaine projette sur le pharaon antique les aspirations et les frustrations de l'époque moderne. La révélation d'Akhenaton coïncide avec les bouleversements religieux, artistiques et politiques du début du XXe siècle. Les avant-gardes artistiques y trouvent un précurseur du modernisme. Les penseurs religieux, un prophète du monothéisme authentique. Les révolutionnaires politiques, un modèle de transformation radicale.
Cette résonance contemporaine explique en partie l'extraordinaire postérité du pharaon ressuscité. L'égyptologie moderne continue d'enrichir notre connaissance d'Akhénaton par de nouvelles découvertes et interprétations. Les analyses ADN récentes éclairent sa généalogie familiale. Les études paléopathologiques précisent ses caractéristiques physiques. Les reconstructions informatiques restituent la splendeur d'Akhénaton. Cette recherche continue révèle progressivement la complexité d'une personnalité et d'un règne qui défient encore aujourd'hui nos catégories d'analyse. La redécouverte d'Akhénaton constitue ainsi l'une des plus grandes résurrections de l'archéologie moderne. Ce pharaon, totalement effacé par ses successeurs, retrouve une notoriété qui dépasse largement celle de ses contemporains. Son influence posthume, démultipliée par la modernité, fait de lui l'un des personnages antiques les plus célèbres au monde, prouvant que les révolutions authentiques survivent toujours à leurs fossoyeurs. Plus de 3 millénaires après sa mort, Akhénaton continue de fasciner et de diviser. Ce pharaon unique dans l'histoire égyptienne a réussi le tour de force de révolutionner simultanément la religion, l'art, la politique et même les relations sociales de son époque. Son expérience, bien qu'éphémère, constitue l'une des tentatives les plus radicales de transformation civilisationnelle de l'Antiquité. La révolution religieuse d'Akhénaton dépasse largement la simple réforme théologique. En imposant le monothéisme atonien, il bouleverse la conception même du divin et préfigure les grandes révolutions spirituelles ultérieures. Sa théologie solaire, universaliste et immanente, annonce étonnamment les développements religieux et philosophiques des siècles suivants. Cette innovation conceptuelle fait de lui l'un des précurseurs du monothéisme moderne. La révolution artistique amarnienne constitue peut-être l'héritage le plus durable d'Akhénaton. En brisant les codes esthétiques millénaires, il libère l'art égyptien de ses contraintes hiératiques et introduit un réalisme psychologique d'une modernité saisissante. Cette esthétique révolutionnaire, avec ses innovations formelles et thématiques, préfigure les avant-gardes artistiques contemporaines et témoigne d'une créativité exceptionnelle. La révolution sociale et sexuelle menée par le couple Akhénaton-Néfertiti transforme profondément les rapports de genre et les représentations de l'intimité royale. Cette émancipation féminine avant la lettre, cette célébration de l'amour conjugal, cette humanisation du pouvoir monarchique constituent autant d'innovations qui résonnent encore aujourd'hui. Le modèle amarnien du couple royal égalitaire influence durablement l'évolution des mentalités. L'échec de la révolution d'Akhénaton porte également un enseignement universel sur les limites du changement imposé. Cette expérience historique démontre qu'aucune transformation, aussi radicale soit-elle, ne peut réussir sans adhésion populaire et enracinement social. La leçon amarnienne, redécouverte par les révolutionnaires modernes, fait d'Akhénaton un précurseur involontaire de la sociologie politique. La personnalité même d'Akhénaton, avec ses contradictions et ses excès, incarne parfaitement l'archétype du révolutionnaire visionnaire. Mystique et politique, artiste et despote, novateur et destructeur, il réunit tous les paradoxes qui caractérisent les grands transformateurs de l'histoire. Cette complexité psychologique explique en partie la fascination durable qu'il exerce sur la modernité. L'influence posthume d'Akhénaton, démultipliée par sa redécouverte archéologique, en fait paradoxalement l'un des pharaons les plus célèbres au monde. Cette notoriété contemporaine, qui dépasse largement celle de ses contemporains, prouve que les révolutions authentiques survivent toujours à leurs fossoyeurs. L'effacement voulu par ses successeurs a finalement contribué à sa résurrection mythique. Aujourd'hui encore, Akhénaton continue d'interroger notre époque par l'actualité de ses questionnements, révolution religieuse, transformation artistique, émancipation féminine, écologie spirituelle. Ces thèmes de prédilection résonnent étrangement avec les préoccupations contemporaines. Cette modernité intemporelle fait de lui une figure prophétique qui dépasse son époque pour s'adresser directement à la nôtre. L'histoire d'Akhénaton
nous rappelle finalement que les plus grandes révolutions naissent souvent de la rencontre entre un individu exceptionnel et un moment historique privilégié. Ce pharaon unique a su saisir l'opportunité de son époque pour tenter l'impossible, transformer radicalement l'une des civilisations les plus conservatrices de l'Antiquité. Bien qu'éphémère, cette tentative titanesque nous enseigne que l'audace individuelle peut parfois ébranler les fondements les plus solides et ouvrir des voies nouvelles à l'humanité. Le roi égyptien qui osa défier 3 millénaires de tradition reste ainsi l'éternel symbole de la rébellion créatrice et de l'utopie réalisée. Son héritage, bien au-delà de l'Égypte antique, continue d'inspirer tous ceux qui rêvent de transformer le monde. Akhenaton demeure vivant parce qu'il incarne cette part irréductible de l'humanité qui refuse l'ordre établi et ose imaginer l'impossible. En cela, il transcende son époque pour devenir une figure universelle de la révolution et de l'espoir.